Les RH ont envoyé un email à toute l'entreprise avec ma photo et ces mots, viré pour être parti 3 minutes en avance. Ne pas réembaucher. Je n'ai rien dit. Des heures plus tard, un agent fédéral est entré dans la salle du conseil, a prononcé une seule phrase, et toute l'entreprise a sombré dans le chaos. L'email est arrivé dans toutes les boîtes de réception à exactement 15h47. En haut du message, sous une bannière indiquant avis de licenciement. Ne pas réembaucher, se trouvait ma photo, un portrait professionnel. En dessous, en lettres rouges et grasses, la raison de mon renvoi s'adressait à des centaines d'employés, licenciés pour avoir quitté le lieu de travail 3 minutes avant l'heure de départ autorisée. Violation du règlement de l'entreprise, avec effet immédiat. J'étais déjà à la maison quand mon téléphone a commencé à vibrer. Les SMS affluaient, venant de collègues, d'anciens coéquipiers, et même de personnes de département que je connaissais à peine. Certains exprimaient leur choc, d'autres présentaient leurs condoléances. Quelques-uns semblaient perplexes, ne comprenant pas pourquoi une infraction aussi mineure justifiait une humiliation publique de cette ampleur. Mes mains tremblaient en lisant les messages, mais je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone, face contre la table de la cuisine, et j'ai fixé le mur. 3 minutes. Il m'avait viré pour être parti 3 minutes en avance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces 3 minutes m'avaient sauvé la vie. L'histoire commence réellement 6 mois plus tôt, bien avant l'envoi de cet email. Je travaillais comme analyste principal de la conformité chez Meridian Financial Group, une société d'investissement de taille moyenne au centre-ville de Chicago. Le salaire était bon, les avantages sociaux solides, et le travail lui-même était suffisamment stimulant intellectuellement pour me maintenir engagé. J'y étais depuis près de 4 ans, gravissant progressivement les échelons et gagnant la confiance de mes supérieurs. Tout a changé lorsque Darren Walsh a rejoint l'équipe de direction en tant que directeur des opérations. Il est arrivé avec la réputation de rationaliser les opérations et de réduire les coûts, une approche qui, sur le papier, semblait assez raisonnable. Cependant, dès le premier mois, il est devenu évident que sa version de l'efficacité impliquait la création d'un environnement de peur et de microgestion. Darren mettait en place de nouvelles politiques presque chaque semaine. Les heures supplémentaires obligatoires, sans compensation additionnelle, sont devenues la norme. Les pauses déjeuner étaient surveillées et chronométrées. Il a installé un logiciel qui suivait chaque frappe de clavier et chaque mouvement de souris sur les ordinateurs de l'entreprise. La raison officielle était l'analyse de la productivité, mais tout le monde savait qu'il s'agissait de contrôle. J'aurais dû voir les signaux d'alarme plus tôt. Lors de mon évaluation annuelle, Darren s'est assis en face de moi avec un mince sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il a loué mon éthique de travail et mon souci du détail, puis a passé 20 minutes à expliquer que l'entreprise avait besoin de joueurs d'équipe qui comprenaient le sacrifice. Les gens qui font passer l'organisation en premier, a-t-il dit, sont ceux qui réussiront sous ma direction. Avec le recul, cette conversation était un test. Il évaluait jusqu'où il pouvait pousser avant que je ne réagisse. Mon travail consistait à garantir que l'entreprise respectait les réglementations financières fédérales. J'examinais les transactions, auditais les processus internes, et préparait des rapports pour les agences de régulation. C'était un travail méticuleux, qui exigeait de la précision et une compréhension approfondie de cadres juridiques complexes. Environ 3 mois après l'arrivée de Darren, j'ai remarqué des irrégularités dans certains rapports de transactions qui passaient sur mon bureau. De petites divergences au début, faciles à rejeter comme des erreurs de frappe. Une virgule mal placée par-ci, une transaction mal classée par-là. Je les ai signalées par les voies appropriées, en supposant qu'elles seraient corrigées. Elles ne l'ont pas été. Les erreurs ont continué, et j'ai commencé à voir des schémas. Certains comptes présentaient une activité qui ne correspondait pas à leurs objectifs déclarés. L'argent se déplaçait de manière à frôler les limites de la légalité, et dans certains cas, à les franchir complètement. Il ne s'agissait pas de détournement de fonds ou de fraude flagrant, mais plutôt d'un système soigneusement construit de violations réglementaires, dissimulées derrière des couches de complexité bureaucratique. J'ai tout documenté, chaque transaction suspecte, chaque transfert douteux, chaque cas où les registres internes de l'entreprise ne correspondaient pas à ce qui était déclaré aux agences fédérales. J'ai conservé des copies des rapports que j'ai déposés en interne, ainsi que les réponses que j'ai reçues, qui allaient du mépris à l'hostilité. Lorsque j'ai demandé une réunion avec Darren pour discuter de mes préoccupations, il m'a fait attendre 3 semaines avant d'accepter de me voir. Son bureau occupait tout le coin sud-ouest du 23e étage, avec des baies vitrées donnant sur la ville. Il était assis derrière un bureau qui coûtait probablement plus cher que ma voiture,
son expression trahissant une irritation à peine contenue. J'ai présenté mes conclusions aussi professionnellement que possible, lui expliquant en détail la documentation que j'avais compilée. Il a écouté sans m'interrompre, les doigts joints sous son menton. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à son fauteuil. Ce sont de graves allégations que vous faites là. Ce ne sont pas des allégations, ai-je répondu prudemment. Ce sont des observations basées sur les données que j'ai examinées. Mon travail est de m'assurer que nous sommes en conformité avec les réglementations fédérales, et ces transactions soulèvent des inquiétudes. Votre travail, dit-il lentement, est de faire ce qu'on vous dit et de faire confiance aux personnes au-dessus de vous, qui savent ce qu'elles font. Nous avons des avocats et des comptables qui valident tout. Pensez-vous vraiment en savoir plus qu'eux? La condescendance dans sa voix était indéniable. J'ai gardé un ton neutre. Je ne remets en question l'expertise de personne. Je signale simplement des divergences qui doivent être corrigées avant qu'elles ne deviennent des problèmes plus importants. Notez, dit-il en se levant pour signifier que la réunion était terminée. Je vais examiner ça. Il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, les choses ont empiré. Ma charge de travail a considérablement augmenté. On m'a assigné des projets en dehors de mon domaine d'expertise, puis on m'a critiqué lorsque je ne parvenais pas à les mener à bien à la satisfaction de Darren. Mon accès à certaines bases de données a été restreint, sans explication. Les collègues qui collaboraient avec moi sont soudainement devenus distants, évitant mon regard dans les couloirs. L'environnement de travail hostile était délibéré et calculé. Darren voulait que je parte, mais il ne pouvait pas me licencier sans motif, surtout étant donné que j'avais déjà soulevé des inquiétudes concernant de potentielles violations légales. Il était donc en train de monter un dossier, de créer une trace écrite qui justifierait mon licenciement. Je savais ce qui se passait, mais je savais aussi que je ne pouvais pas partir. M'en aller aurait signifié abandonner les preuves que j'avais rassemblées, et pire encore, cela aurait signifié garder le silence sur des activités qui pouvaient nuire à des investisseurs et clients innocents. Les violations réglementaires que j'avais découvertes n'étaient pas des crimes sans victime. Elles impliquaient une fausse représentation des risques, une gestion inappropriée des fonds des clients, et de potentielles violations du devoir fiduciaire. J'ai donc commencé à me préparer. Chaque soir après le travail, je faisais des copies des documents pertinents. Je prenais des notes détaillées des conversations et des réunions. Je sauvegardais tout à plusieurs endroits, y compris sur un compte de stockage en nuage sécurisé, sans aucun lien avec le réseau de l'entreprise. J'ai également contacté un avocat spécialisé dans les affaires de lanceurs d'alerte. Il s'appelait Gregory Winters, et il m'avait été chaudement recommandé par un ancien collègue qui avait réussi à naviguer une situation similaire. Nous nous sommes rencontrés dans un café, loin de mon bureau, et j'ai passé 2 heures à lui expliquer tout ce que j'avais découvert. C'est substantiel, dit-il en examinant les documents que j'avais apportés. Si ne serait-ce que la moitié de cela résiste à un examen approfondi, nous sommes face à des violations importantes du droit des valeurs mobilières. Que dois-je faire, ai-je demandé. Nous devons être stratégiques, a dit Gregory. Dès que vous signalerez officiellement cela aux autorités fédérales, vous serez protégé par les lois sur les lanceurs d'alerte. Mais le timing est important. S'il vous licencie avant que vous ne fassiez ce signalement, il devient plus difficile de prouver les représailles. Et s'il me licencie après? Alors, ce sont des représailles classiques, et l'affaire devient encore plus solide. Mais dans tous les cas, vous devez vous préparer à ce que les choses se gâtent. Les entreprises n'apprécient pas les lanceurs d'alerte, même quand ils ont raison. Je comprenais les risques. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la rapidité avec laquelle les choses allaient s'envenimer. Les semaines qui ont suivi ma rencontre avec Gregory ont été parmi les plus stressantes de ma vie. Je continuais à aller travailler chaque jour, maintenant une attitude professionnelle tout en ayant l'impression de marcher sur un champ de mine. Chaque interaction avec la direction semblait chargée d'une tension inexprimée. Chaque email que j'envoyais était soigneusement formulé, sachant qu'il pourrait un jour servir de preuve. La campagne de Darren pour me pousser à bout s'est intensifiée, de manière à la fois évidente et subtile. Mon espace de travail a été déplacé 3 fois en 2 mois, chaque fois vers un endroit moins désirable. D'abord, j'ai été déplacé de mon bureau avec fenêtre à un cubicule près des photocopieurs, puis à un bureau dans un couloir très passant où les conversations rendaient la concentration presque impossible. Finalement, j'ai atterri dans un coin à côté de la salle des machines principales du bâtiment et d'un monte-charge, où le bruit mécanique constant et les vibrations créaient un léger mal de tête qui ne disparaissait jamais complètement. Mes missions sont devenues de plus en plus bizarres et déconnectées de ma véritable expertise.
On m'a demandé de compiler des données historiques sur des tendances de marché que je n'avais jamais étudiées. J'ai reçu des demandes d'analyse des réglementations de change pour des pays où l'entreprise n'avait aucune activité. Lorsque je produisais un travail simplement adéquat, plutôt qu'exceptionnel, sur ces sujets peu familiers, les évaluations de performance reflétaient soudainement des inquiétudes quant à mes capacités. L'isolement était peut-être le pire. Les collègues qui déjeunaient avec moi avaient soudainement d'autres projets. Des réunions d'équipe étaient programmées sans m'en informer. On me critiquait ensuite pour les avoir manquées. Mes suggestions lors des réunions auxquelles j'assistais étaient soit ignorées, soit immédiatement rejetées. J'ai vu des idées que j'avais proposées être balayées, pour être mises en œuvre des semaines plus tard et attribuées à quelqu'un d'autre. Un jour particulièrement difficile me vient à l'esprit. Je travaillais sur un problème de conformité légitime, concernant une série de transactions qui semblaient conçues pour éviter de déclencher des exigences de déclaration automatique. Le schéma était clair pour quiconque avait de l'expérience dans le domaine. Mais lorsque j'en ai parlé à mon supérieur, il est devenu visiblement agacé. « Vous voyez des problèmes là où il n'y en a pas », dit-il sans lever les yeux de son écran d'ordinateur. « Peut-être que vous devriez prendre quelques jours de congé. Vous avez l'air stressé. » « Je ne suis pas stressé, ai-je répondu prudemment. Je fais mon travail. Ces transactions sont structurées d'une manière qui soulève des signaux d'alarme en vertu de la loi sur le secret bancaire. Il m'a finalement regardé, son expression froide. Le service juridique les a déjà examinés. Suggérez-vous que nos avocats ne savent pas ce qu'ils font? Je suggère que cela mérite un second examen. Votre suggestion est notée et rejetée. Passez à autre chose. Cette conversation a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Les problèmes que j'identifiais n'étaient pas ignorés accidentellement. Ils étaient activement étouffés, et ma persévérance à les soulever faisait de moi un handicap plutôt qu'un atout. J'ai commencé à tenir un journal, documentant non seulement les irrégularités financières que je découvrais, mais aussi le harcèlement au travail que je subissais, les dates, les heures, les témoins de chaque incident, et le schéma de comportement qui était clairement conçu pour me forcer à démissionner volontairement. Grégory m'avait conseillé que la démonstration d'un environnement de travail hostile renforcerait toute plainte pour représailles, le cas échéant. Ma vie personnelle a commencé à souffrir de cette tension. Je sortais avec quelqu'un depuis environ 6 mois, une personne vraiment gentille nommée Tyler, qui travaillait dans le développement de logiciels. Il a remarqué le changement en moi presque immédiatement. Je suis devenue renfermée et anxieuse, vérifiant constamment mon téléphone pour les emails du travail. Même pendant notre temps ensemble, les conversations au dîner se transformaient en lamentations sur la dernière indignité au travail. Un soir, Tyler s'est assis en face de moi dans un restaurant et m'a dit « Tu dois démissionner. Ce travail te détruit. » Je ne peux pas, ai-je dit, bien que j'ai pensé la même chose d'innombrables fois. Pourquoi pas? Tu as du talent. Tu trouveras autre chose. Comment pouvais-je expliquer que partir me semblait être un abandon de mes responsabilités? Que l'épargne retraite et les portefeuilles d'investissement des gens étaient en danger à cause de ce qui se passait chez Meridian? Que m'en allait signifierait laisser Darren et ses complices continuer à opérer sans conséquence? C'est compliqué, fut tout ce que je pus dire. Tyler était patient avec moi, mais je pouvais voir la relation s'effriter sous le poids de mon stress et de ma préoccupation. Nous avons rompu environ un mois plus tard, et bien qu'il ait été gentil à ce sujet, ses mots d'adieu m'ont piqué. J'espère que ce à quoi tu t'accroches dans cette entreprise vaut ce que ça te coûte. À l'époque, je n'en étais pas sûr. Les preuves que je rassemblais me semblaient substantielles, mais seraient-elles suffisantes? Quelqu'un s'en soucierait-il? Les autorités enquêteraient-elles vraiment, ou ma plainte disparaîtrait-elle dans un vide bureaucratique pendant que ma carrière imploserait? Mes parents ont également remarqué que quelque chose n'allait pas. Lors d'un appel téléphonique le dimanche, ma mère a posé des questions pointues sur le travail, que j'ai mal esquivé. Elle avait toujours été perspicace, capable de lire mes humeurs, même à travers mes tentatives de les cacher. « Il se passe quelque chose, dit-elle. Tu as l'air épuisé. C'est juste la haute saison, ai-je menti. Tu sais comment c'est. Chérie, je t'ai déjà entendu parler de la haute saison. C'est différent. Es-tu sûr que tout va bien? Je voulais lui dire. Je voulais lui expliquer toute la situation et lui demander son avis. Mais je savais aussi que cela l'inquiéterait énormément, et qu'elle ne pouvait rien faire pour m'aider. Je l'ai donc rassuré en lui disant que tout allait bien et j'ai promis de lui rendre visite bientôt. La pression financière a ajouté une autre couche de stress.
Chicago n'était pas une ville bon marché. Et bien que mon salaire ait été confortable, je vivais d'un chèque de paie à l'autre, comme la plupart des gens de mon âge. L'incertitude quant à la sécurité de mon emploi rendait chaque dépense risquée. J'ai commencé à reporter des achats nécessaires, à sauter des événements sociaux qui coûtaient de l'argent, à annuler des abonnements dont je n'avais pas absolument besoin. Les honoraires de Grégory augmentaient également. Bien qu'il ait été généreux sur les plans de paiement et ait compris ma situation financière, je lui avais déjà payé plusieurs milliers de dollars, et nous n'avions même pas encore déposé quoi que ce soit d'officiel. L'investissement me semblait nécessaire, mais effrayant, surtout sachant que je pouvais perdre mes revenus à tout moment. Le sommeil est devenu insaisissable. Je restais éveillé, passant en revue des scénarios, rejouant des conversations qui pourraient avoir lieu, m'inquiétant de ce que j'aurais pu manquer dans ma documentation. Certaines nuits, je me levais à 2 ou 3 heures du matin et je réexaminais mes dossiers, vérifiant que tout était bien organisé et sauvegardé. La paranoïa n'était pas entièrement injustifiée. Mon ordinateur de travail était clairement surveillé de plus près qu'auparavant. Je recevais des emails faisant référence à des rapports que je venais à peine d'ouvrir, comme si quelqu'un observait mon activité en temps réel. Mon bureau a été fouillé au moins une fois en mon absence, comme en témoignaient des objets légèrement déplacés à mon retour. J'ai cessé d'utiliser mon ordinateur de travail pour quoi que ce soit de sensible. Toute ma documentation se faisait sur mon ordinateur portable personnel, à la maison. J'utilisais le point d'accès de mon téléphone au lieu de mon Internet domestique, juste au cas où. Grégory m'avait prévenu que les entreprises engageaient parfois des détectives privés pour fouiller dans la vie des lanceurs d'alerte, à la recherche de tout ce qu'ils pourraient utiliser pour les discréditer. Ils chercheront la moindre faiblesse, dit-il lors d'une de nos réunions. Problèmes financiers, problèmes relationnels, tout ce qui pourrait vous faire paraître peu fiable ou vindicative. Vous devez être irréprochable dans tous les aspects de votre vie en ce moment. Cet conseil m'a rendue encore plus prudente. Je tenais des registres détaillés de mon temps au travail, arrivant tôt et restant tard pour m'assurer que personne ne puisse prétendre que je me relâchais. J'ai complètement évité l'alcool, craignant que même un verre en société puisse être utilisé contre moi. Je suis devenue hypervigilante quant au respect de chaque politique de l'entreprise, à la lettre, aussi mineure ou absurde soit-elle. Le stress s'est manifesté physiquement. J'ai perdu du poids sans essayer, mon appétit étant supprimé par une anxiété constante. Mes cheveux ont commencé à tomber sous la douche, suffisamment pour que je le remarque. J'ai développé des céphalées de tension que les médicaments en vente libre soulageaient à peine. Mon médecin a suggéré des techniques de gestion du stress et m'a proposé de me prescrire quelque chose contre l'anxiété, mais j'ai refusé. J'avais besoin de rester lucide. Pendant cette période, j'ai découvert que je n'étais pas la première personne chez Meridian à soulever des inquiétudes concernant des pratiques douteuses. Grâce à des conversations prudentes avec des employés plus anciens, j'ai appris que d'autres avaient tenté de s'opposer à des directives problématiques au fil des ans. L'un d'eux avait été réaffecté à un poste sans issue jusqu'à ce qu'il démissionne. Un autre avait été soumis à un plan d'amélioration des performances d'1 mois, pour des problèmes insignifiants, jusqu'à ce qu'il démissionne plutôt que de continuer à se battre. Une femme nommée Ruth, qui travaillait à la comptabilité, a partagé son histoire avec moi autour d'un café un jour. Elle avait remarqué des irrégularités dans les notes de frais 3 ans plus tôt, impliquant des cadres supérieurs. Lorsqu'elle l'a signalé par les voies appropriées, rien n'est arrivé au cadre, mais ses propres notes de frais ont soudainement fait l'objet d'un examen minutieux. Elle a reçu des avertissements écrits pour des erreurs mineures qui avaient été auparavant négligées. Finalement, elle a cessé de soumettre des dépenses, payant les frais professionnels de sa poche plutôt que de faire face au harcèlement. Ils rendent impossible de faire son travail avec intégrité, dit Ruth doucement. Soit tu suis le jeu, soit tu souffres. Je suis désolé que tu l'apprennes à tes dépens. Son histoire m'a rendu à la fois en colère et déterminé. Il ne s'agissait pas seulement de moi, ni même des violations spécifiques que j'avais découvertes. Il s'agissait d'une culture systématique d'intimidation qui empêchait quiconque de demander des comptes aux dirigeants. J'ai commencé à entrer en contact avec d'autres employés de manière plus délibérée, nouant des relations avec des personnes qui semblaient aussi frustrées que moi par la direction que prenait l'entreprise. Je ne les ai pas recrutés ni ne leur ai demandé de faire quoi que ce soit de risqué, mais je voulais comprendre l'ampleur des problèmes. Les conversations ont confirmé ce que je soupçonnais, beaucoup de gens voyaient des choses inquiétantes mais se sentaient impuissants pour y remédier. Une connexion particulièrement précieuse a été celle avec un analyste de données nommé Kevin, qui travaillait au service informatique.
Il a mentionné nonchalamment lors d'une conversation qu'il avait remarqué des schémas inhabituels dans la manière dont certains fichiers étaient consultés et modifiés. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il a expliqué que les métadonnées de certains dossiers financiers avaient été modifiées rétroactivement, suggérant que quelqu'un revenait en arrière pour changer des documents après coup. J'en ai parlé à mon supérieur, a dit Kevin. Il m'a dit de me mêler de mes affaires et de me concentrer sur mes projets. Mais c'est bizarre, vous savez? Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de modifier d'anciens dossiers, à moins d'essayer de cacher quelque chose? J'ai demandé s'il avait encore des preuves de ces modifications. Il a hésité, clairement nerveux, mais a finalement admis qu'il avait conservé des copies des journaux de métadonnées parce que toute la situation le dérangeait. Je ne l'ai pas poussé à les partager, mais je lui ai donné mon numéro de téléphone personnel et lui ai dit que s'il voulait en discuter davantage, j'étais disponible. 2 semaines plus tard, Kevin m'a appelé un samedi après-midi. Il avait décidé de fournir les preuves qu'il avait trouvées, mais il était terrifié par les représailles. Nous nous sommes rencontrés dans une bibliothèque d'un autre quartier, loin de tout endroit où nous pourrions croiser des collègues. Il a apporté une clé USB avec les journaux de métadonnées, ainsi que sa propre analyse montrant quel dossier avait été modifié et quand. Ça me semble mal, dit-il en me tendant la clé, comme si je trahissais. Mais quelque chose ne va pas dans cette entreprise, et je ne peux pas faire comme si je ne le voyais pas. Je l'ai remercié et lui ai promis de protéger son identité autant que possible. Ces preuves étaient exactement le type de corroboration dont j'avais besoin pour montrer que les problèmes chez Meridian n'étaient pas seulement mon interprétation, mais des faits observables que plusieurs personnes avaient remarqués. Le poids de la responsabilité s'est alourdi. Je ne parlais plus seulement pour moi. Je portais les préoccupations et les preuves de personnes qui étaient trop vulnérables ou effrayées pour parler. Kevin avait une famille à charge et ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. Ruth était proche de la retraite et ne pouvait pas risquer sa pension. D'autres avaient des hypothèques, des prêts étudiants, des frais médicaux qui rendaient la sécurité de l'emploi non négociable. J'ai pensé à eux dans les moments les plus sombres, quand je me demandais si ce combat en valait le coup. Leurs histoires me rappelaient que le silence avait aussi un prix, payé par tous ceux qui continuaient à travailler dans un environnement où les méfaits restaient impunis. À cette époque, j'ai également découvert que Meridian avait l'habitude de régler les plaintes en silence. Grâce à des recherches dans les archives publiques et à des conversations avec d'anciens employés que j'ai retrouvés via les réseaux sociaux, j'ai appris l'existence d'au moins 3 autres cas au cours des 7 dernières années, où l'entreprise avait versé des indemnités à d'anciens employés licenciés dans des circonstances douteuses. Les accords de règlement incluaient tous des clauses de non-divulgation, ce qui expliquait pourquoi je n'en avais pas entendu parler auparavant. Un ancien employé, un homme nommé Robert qui avait travaillé dans la gestion des risques, a accepté de me parler sous couvert d'anonymat. Son accord de règlement était juridiquement contraignant, mais il était prêt à partager des informations générales sur son expérience. Ils sont très doués pour vous faire passer pour le problème, a-t-il dit. Ils documentent tout, méticuleusement, en construisant un dossier qui semble légitime en surface. Au moment où ils vous licencient, ils ont ce dossier rempli de problèmes de performance et de violations de politique qui semblent justifier le licenciement. Se battre contre cela nécessite des ressources que la plupart des gens n'ont pas. Vous vous êtes battu, ai-je demandé. Pas autant que j'aurais dû. J'avais des offres d'emploi ailleurs, et l'argent du règlement était suffisamment important pour que la poursuite de la bataille n'ait pas de sens financier. Mais je le regrette depuis. Ils s'en sont sortis parce que j'ai choisi la facilité. Son regret était palpable, et il a renforcé ma détermination à ne pas laisser cela se produire dans mon cas. Quoi que Darren et son équipe préparaient, je ne leur faciliterai pas la tâche. Je ne partirai pas en silence. La goutte d'eau a fait déborder le vase un mardi après-midi, fin octobre. Je travaillais sur un audit de conformité qui nécessitait l'examen de 3 ans de données de transaction. Plus je creusais, plus les schémas devenaient problématiques. J'ai trouvé des preuves de classification intentionnellement erronée d'investissement à haut risque, de manipulation des mesures de performance, et de sous-déclaration systématique des frais facturés aux clients. J'ai préparé un rapport complet détaillant mes conclusions et les soumis via le processus officiel d'examen de la conformité. Le rapport a été envoyé à 3 personnes, le directeur financier, le conseiller juridique général et Darren Walsh. Moins d'1 heure plus tard, j'ai été convoqué à une réunion. Les 3 cadres étaient là, ainsi que la directrice des ressources humaines, une femme nommée Patricia Holloway, qui avait la réputation de protéger l'entreprise à tout prix. Nous avons examiné votre rapport, a déclaré le directeur financier sans préambule. Vos conclusions sont infondées et démontrent une incompréhension fondamentale de nos pratiques commerciales.
Je m'attendais à une opposition, mais pas à un rejet pur et simple. Avec tout mon respect, monsieur, les données parlent d'elles-mêmes. J'ai documenté des cas spécifiques où nos déclarations ne sont pas conformes aux exigences réglementaires. Vous avez documenté votre interprétation, a interrompu Patricia, ce qui, franchement, suggère que vous n'êtes peut-être plus la bonne personne pour ce poste. La menace était claire. J'ai jeté un coup d'œil à Darren, qui était assis en silence avec une expression de satisfaction. Je maintiens mon analyse, ai-je dit fermement. S'il y a une erreur dans ma méthodologie, je suis heureuse de la revoir avec vous, mais les faits sous-jacents restent inchangés. Le conseiller juridique général, un homme nerveux nommé Stuart Brennan, s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous demander à nos auditeurs externes de jeter un coup d'œil. Ce ne sera pas nécessaire, a coupé sèchement Darren. Ce qui est nécessaire, c'est de s'assurer que notre équipe de conformité comprend la portée de son rôle. Cette entreprise n'a pas besoin de justiciers autoproclamés qui créent des problèmes là où il n'y en a pas. La réunion s'est mal terminée. Je suis retourné à mon bureau, sachant que mon temps chez Meridian touchait à sa fin, d'une manière ou d'une autre. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient déjà décidé comment me gérer. Ce soir-là, je suis resté tard pour finir de documenter les dernières preuves dont j'avais besoin. Le bureau était presque vide, la plupart des gens étant partis avant 18 h. Mon heure de fin officielle était 19h30, dans le cadre des heures prolongées que Darren avait imposées au personnel de la conformité. J'ai travaillé jusqu'à 19h27, puis j'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers l'ascenseur. En traversant le parking pour rejoindre ma voiture, j'ai remarqué un homme qui me suivait. Il portait une combinaison d'entretien, mais quelque chose dans sa façon de se déplacer ne collait pas. J'ai accéléré le pas, le cœur battant. J'ai atteint ma voiture et j'ai immédiatement verrouillé les portes. L'homme s'est approché, puis a semblé y réfléchir à 2 fois et s'est éloigné. Mes mains tremblaient lorsque j'ai démarré le moteur et que je suis sorti du garage. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au bureau de Gregory et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a écouté attentivement, son expression grave. « Vous devez déposer le signalement de lanceur d'alerte maintenant, a-t-il dit. Ce soir. Nous ne pouvons plus attendre. Nous avons passé les 4 heures suivantes à préparer la plainte formelle auprès de la Security and Exchange Commission. Le document était complet et détaillé, exposant chaque violation que j'avais découverte, avec les preuves à l'appui. Gregory m'a expliqué les protections juridiques accordées aux lanceurs d'alerte et ce à quoi je devais m'attendre une fois la plainte déposée. À 23h30 ce soir-là, nous avons soumis le rapport par voie électronique. Gregory a également envoyé des copies au ministère de la Justice et à l'autorité de régulation de l'industrie financière. Les preuves étaient désormais entre les mains des autorités fédérales. Que se passe-t-il ensuite, ai-je demandé. Ils vont enquêter, a-t-il dit. Cela pourrait prendre des mois, mais avec la documentation que vous avez fournie, ils agiront plus rapidement que d'habitude. En attendant, vous êtes protégé par la loi fédérale. Si Meridian prend des représailles contre vous de quelque manière que ce soit, cela devient une violation distincte, avec de graves conséquences. Je suis rentré chez moi épuisé, mais soulagé. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais fait ce qu'il fallait. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail pour constater que mon badge d'accès ne fonctionnait plus. J'ai appelé la réception principale, supposant qu'il s'agissait d'un problème technique. C'est Patricia qui a répondu. Votre contrat de travail a été résilié avec effet immédiat, dit-elle froidement. La sécurité vous escortera si vous tentez d'entrer dans le bâtiment. Vos effets personnels vous seront envoyés par la poste. Pour quel motif, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Violation du règlement de l'entreprise. Vous avez quitté le travail 3 minutes avant votre heure de départ autorisée de 19h30, sans autorisation. Politique de tolérance zéro. L'absurdité de la situation était presque risible. Après 4 ans de service exemplaire, il me licenciait pour être parti 3 minutes en avance, alors que je fuyais littéralement quelqu'un qui aurait pu être envoyé pour m'intimider ou me faire du mal. Je vois, ai-je dit doucement. Je vais contacter mon avocat. C'est votre droit. Cette conversation est terminée. Elle a raccroché. J'ai immédiatement appelé Gregory et lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il n'était pas surpris. Ils paniquent, a-t-il dit. Ils savent que vous avez déposé une plainte, et c'est leur tentative de vous discréditer. Mais ils ont commis une erreur critique. Le timing est trop évident,
et la raison trop futile. Cela renforce en fait votre dossier. Et l'email, ai-je demandé. Vont-ils vraiment envoyer un avis à toute l'entreprise? C'est possible. C'est une tactique d'intimidation, destinée à vous humilier et à avertir les autres employés de ce qui arrive quand on défie la direction. Documentez tout, mais ne répondez pas publiquement. Laissez-les creuser leur propre tombe. Cet après-midi-là, l'email est parti. Mon téléphone a explosé de messages, mais j'ai suivi le conseil de Grégory et je suis restée silencieuse. Au lieu de cela, j'ai transféré l'email aux enquêteurs de la SEC assignés à mon cas. Ce soir-là, Grégory a appelé avec des nouvelles. La SEC avance plus vite que prévu, a-t-il dit. Il traite cela comme un cas prioritaire en raison de la nature des violations et des représailles évidentes. Ils ont déjà commencé à interroger d'autres employés de Meridian. Combien de temps avant que quelque chose ne se passe? Des jours, pas des semaines. Ils se coordonnent également avec le ministère de la Justice, car certaines violations relèvent du pénal. Votre ancienne entreprise est sur le point de passer une très mauvaise semaine. Il avait raison. 3 jours après l'envoi de l'email, je me suis réveillé avec des appels manqués de numéros inconnus. J'en ai rappelé un et je me suis retrouvé à parler à une enquêtrice de la SEC nommée Monica Shepard. Elle m'a remercié pour ma coopération et m'a demandé si je serais disponible pour un entretien plus tard dans la journée. J'ai accepté immédiatement. L'entretien a eu lieu dans un bâtiment fédéral du centre-ville. Monica et 2 autres enquêteurs ont passé 4 heures à examiner mes preuves dans les moindres détails. Ils ont posé des questions pointues sur des transactions spécifiques, sur les conversations que j'avais eues avec les dirigeants, sur la chronologie des événements qui ont mené à mon licenciement. Votre documentation est exceptionnelle, a déclaré Monica à la fin de l'entretien. Nous constituons un dossier solide, et votre témoignage sera crucial. Je veux que vous sachiez que nous prenons les représailles contre les lanceurs d'alerte très au sérieux. Ce qui vous est arrivé ne restera pas sans réponse. Le lundi suivant, exactement une semaine après cet email humiliant, des agents fédéraux sont entrés dans le siège de Meridian avec des mandats. Ils ont saisi des ordinateurs, gelé des comptes, et commencé à interroger les dirigeants. L'enquête n'était plus discrète ni subtile. Darren Walsh a été mis en congé administratif, en attendant les résultats de l'enquête. Il en a été de même pour le directeur financier. Stuart Brennan, le conseiller juridique général, a démissionné immédiatement. Patricia Holloway a tenté de se distancier de toute l'affaire, affirmant qu'elle ne faisait que suivre les ordres. L'entreprise a publié une vague déclaration sur sa pleine coopération avec les autorités, mais en coulisses, tout s'effondrait. Les clients ont commencé à retirer leurs comptes. Les employés clés ont commencé à chercher d'autres emplois. Le cours de l'action a chuté. 2 semaines plus tard, des accusations criminelles ont été déposées. Darren faisait face à plusieurs chefs d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières, de fraude électronique, et d'obstruction à la justice. Le directeur financier a reçu des accusations similaires. Même Patricia a été accusée de subornation de témoins et de représailles contre un lanceur d'alerte. L'affaire a fait la une des journaux nationaux. Les journalistes ont fouillé dans l'histoire de Meridian et ont trouvé un schéma de pratiques commerciales agressives et de quasi-violations réglementaires. Mon nom est resté confidentiel dans la plupart des articles, mais quiconque avait reçu cet email savait exactement qui était le lanceur d'alerte. D'anciens collègues m'ont contacté pour s'excuser de leur silence, expliquant qu'ils avaient été terrifiés par Darren et son cercle rapproché. Plusieurs ont admis avoir été témoins de pratiques douteuses, mais n'avaient pas su quoi faire. Quelques-uns avaient leurs propres preuves et coopéraient désormais avec les enquêteurs. Au cours de l'année et demie qui a suivi, les procédures judiciaires ont avancé. Le procès civil que j'ai intenté, distinct des poursuites pénales, a progressé rapidement. Grégory l'a structuré pour inclure des demandes pour licenciement abusif, représailles, diffamation, et préjudice moral. Les plaintes pour diffamation se concentraient sur cet email envoyé à toute l'entreprise, qui avait associé de manière permanente mon nom et mon visage à la malhonnêteté dans l'esprit de centaines de personnes. Ils ont détruit votre réputation publiquement, a expliqué Grégory. Cela a une valeur monétaire réelle, et ils vont payer pour ça. L'équipe juridique de Meridian a d'abord tenté de se battre, arguant que le licenciement était légitime et basé sur des violations de la politique. Mais lorsque Grégory a présenté la chronologie montrant que j'avais déposé une plainte de lanceur d'alerte quelques heures seulement avant d'être licencié, et que la prétendue violation de la politique consistait à partir 3 minutes en avance en fuyant une situation potentiellement menaçante, leur défense s'est effondrée.
Nous avons réglé l'affaire à l'amiable, pour un montant que je ne suis pas autorisé à divulguer, mais il était substantiel. Plus important encore, l'accord comprenait des dispositions exigeant que l'entreprise publie une rétractation formelle de l'avis de licenciement, envoie des excuses à toute l'entreprise reconnaissant que mon licenciement était injustifié, et mette en place de nouvelles politiques de protection des lanceurs d'alerte. L'email qui a été envoyé à tous les employés cette fois-ci était très différent. Il reconnaissait que j'avais été licencié à tort, en représailles pour avoir soulevé des préoccupations légitimes de conformité. Il déclarait que l'email précédent avait été envoyé en violation de la politique de l'entreprise et sans autorisation appropriée. Il s'excusait pour les dommages causés à ma réputation et à ma personne. À ce stade, bien sûr, il ne restait presque plus d'entreprise pour l'envoyer. Meridian Financial Group était en chute libre. Les amendes réglementaires dépassaient les 50 millions de dollars. Les poursuites pénales étaient en cours. Le conseil d'administration a voté la dissolution de l'entreprise et la liquidation de ses actifs pour régler les plaintes des clients floués. Darren Walsh a été reconnu coupable de 14 chefs d'accusation et condamné à 8 ans de prison fédérale. Le directeur financier a écopé de 6 ans. Patricia Holloway a plaidé coupable et a obtenu 18 mois, plus une mise à l'épreuve. Stuart Brennan a évité les accusations criminelles en coopérant largement avec les procureurs, mais sa carrière juridique était effectivement terminée. J'ai assisté au verdict depuis la galerie, assise à côté de Gregory. Lorsque le juge a annoncé la sentence de Darren, je n'ai ressenti aucune satisfaction ni triomphe, juste un sentiment tranquille de clôture. Il avait bâti son empire sur la peur et la tromperie, et cela l'avait finalement rattrapé. La salle d'audience était étonnamment pleine pour l'audience de détermination de la peine. Les journalistes occupaient les 2 premières rangées, leurs ordinateurs portables ouverts et leurs doigts prêts à taper. D'anciens employés de Meridian remplissaient les sièges derrière eux, certains ayant l'air vengés, d'autres simplement épuisés. J'ai reconnu des visages de mon passage là-bas, des gens qui avaient été pris dans les tirs croisés de l'enquête ou qui avaient perdu leur emploi lorsque l'entreprise s'est effondrée. À la sortie du tribunal, plusieurs journalistes ont tenté de m'approcher pour des commentaires. Gregory a fait diversion, refusant poliment en mon nom pendant que je me dirigeais vers sa voiture. Un journaliste a été assez persistant pour nous suivre de l'autre côté de la rue, criant des questions pour savoir si je trouvais les peines adéquates. Je me suis arrêté et je me suis tourné vers elle. Gregory m'a lancé un regard d'avertissement, mais j'avais déjà décidé de dire quelque chose. La justice, ce n'est pas seulement la punition, ai-je dit. C'est la responsabilité. Aujourd'hui, des gens qui abusent de leur pouvoir ont été tenus pour responsables. C'est plus important que n'importe quelle peine spécifique. La citation est apparue dans plusieurs articles de presse le lendemain, bien que la plupart des reportages se soient concentrés sur les détails financiers de l'affaire et les implications plus larges pour la gouvernance d'entreprise. Mon nom a été mentionné, mais généralement en passant, comme le lanceur d'alerte dont la plainte a déclenché l'enquête. L'anonymat me convenait parfaitement. Je n'avais jamais cherché l'attention ni la reconnaissance. Je voulais simplement que la vérité éclate et que les gens fassent face aux conséquences de leurs actes. Mais les suites n'ont pas été aussi simples que je l'espérais. Le règlement civil m'a apporté une sécurité financière, mais il ne pouvait pas effacer les dommages causés à ma carrière et à ma réputation. Malgré la reconnaissance publique de mon licenciement abusif, l'association avec un scandale d'entreprise massif rendait de nombreux employeurs potentiels nerveux. Plusieurs entretiens d'embauche se sont bien déroulés, jusqu'à ce que les vérifications d'antécédents révèlent mon lien avec l'affaire Meridian. Les offres ne sont jamais venues. Une responsable du recrutement a été assez honnête pour expliquer la situation lors d'un appel de refus. Vous aviez clairement raison sur tout, et ce que vous avez fait était admirable, a-t-elle dit. Mais vous embaucher signifie potentiellement inviter l'examen et la controverse. Notre conseil d'administration n'est pas à l'aise avec ce niveau de risque, quelles que soient les circonstances. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais dénoncé des crimes financiers et j'avais été innocenté par les procureurs fédéraux. Pourtant, j'étais toujours considéré comme trop risqué à embaucher. Les qualités même qui me rendaient efficace dans mon travail, le souci du détail et le refus de négliger les problèmes faisaient apparemment aussi de moi un handicap. Gregory m'a mis en contact avec d'autres avocats spécialisés dans les cas de discrimination et de représailles au travail. Ils ont expliqué que ce type de mise à l'écart était subtil et difficile à prouver, mais bien réel. Les entreprises se parlaient entre elles, et la nouvelle se répandait rapidement sur les personnes perçues comme des fauteurs de troubles, même lorsque les ennuis qu'elles causaient étaient entièrement justifiés. Vous devez recadrer votre récit, a conseillé un avocat.
Ne commencez pas par l'histoire du lanceur d'alerte. Mettez l'accent sur votre expertise en conformité et vos succès. Ne parlez de Meridian que si on vous le demande directement, et soyez bref et factuel. Le conseil me donnait l'impression qu'on me disait de cacher ou de minimiser l'expérience professionnelle la plus importante de ma vie, mais je comprenais la sagesse pratique qui se cachait derrière. Les employeurs potentiels voulaient voir de la compétence et de la fiabilité, pas quelqu'un qui pourrait se retourner contre si des problèmes survenaient. Ma situation financière s'est stabilisée grâce au règlement, ce qui m'a donné la marge de manœuvre nécessaire pour être sélectif dans mes opportunités d'emploi. Je pouvais me permettre d'attendre le bon poste plutôt que de prendre la première offre par désespoir. Ce luxe ne m'a pas échappé, surtout si l'on considère combien d'autres lanceurs d'alerte se sont retrouvés ruinés financièrement par leur décision de parler. J'ai passé du temps à faire du bénévolat pour des organisations qui soutenaient la transparence et la responsabilité en milieu de travail. Grâce à ce travail, j'ai rencontré des dizaines de personnes avec des histoires similaires à la mienne. Certains avaient dénoncé la fraude dans des agences gouvernementales. D'autres avaient signalé des violations de sécurité dans des usines ou dénoncé des fautes professionnelles dans des établissements de santé. Malgré les différents secteurs et les violations spécifiques, le fil conducteur était universel, dire la vérité au pouvoir avait un coût personnel énorme. Une ancienne chercheuse pharmaceutique nommée Diana m'a particulièrement touché. Elle avait signalé que son entreprise falsifiait les données des essais cliniques, mettant potentiellement des patients en danger. Sa récompense pour cela avait été un licenciement, un procès de son ancien employeur pour vol d'informations confidentielles, et une réputation professionnelle si endommagée qu'elle avait finalement quitté le domaine. Je le referai, m'a-t-elle dit lors d'une réunion de groupe de soutien. Mais j'aurais aimé que quelqu'un me prépare à la difficulté. Pas seulement les batailles juridiques ou la perte d'emploi, mais le bilan psychologique, le doute constant, le sentiment d'avoir réduit toute sa carrière en cendres pour des principes que personne d'autre ne semble valoriser. Ces mots ont capturé quelque chose que j'avais eu du mal à articuler. La justification semblait parfois creuse, éclipsée par les réalités pratiques de la reconstruction d'une vie et d'une carrière à partir de zéro. L'argent du règlement aidait, mais l'argent ne pouvait pas restaurer les relations qui s'étaient fracturées sous le stress. Il ne pouvait pas effacer les mois d'anxiété et de nuits blanches, et il ne pouvait pas me rendre la trajectoire de carrière que j'avais avant que tout n'explose. J'ai également appris l'existence de lanceurs d'alerte dont les cas n'ont jamais pris d'ampleur. Des personnes qui avaient signalé de graves problèmes, fourni des preuves solides, et suivi toutes les procédures appropriées, pour ensuite voir leurs plaintes disparaître dans des processus bureaucratiques qui n'aboutissaient à rien. Ils avaient tout sacrifié pour rien, si ce n'est des carrières détruites et la validation que le système était défaillant. Rencontrer ces personnes m'a rendu reconnaissante de la tournure qu'avait prise mon affaire, même si j'étais aux prises avec ses coûts. L'enquête de la SEC avait été approfondie et relativement rapide. Les procureurs avaient pris l'affaire au sérieux. Les preuves avaient été suffisamment convaincantes pour que des condamnations s'ensuivent. De nombreux lanceurs d'alerte n'arrivent jamais aussi loin. La réaction de ma famille à tout cela avait été compliquée. Ma mère oscillait entre la fierté de mon intégrité et l'inquiétude pour mon avenir. Mon père, un homme pratique qui avait occupé le même poste dans l'industrie manufacturière pendant 30 ans, ne pouvait pas comprendre pourquoi je n'avais pas simplement baissé la tête et encaissé mon chèque de paie. « Tu aurais pu demander un transfert dans un autre service », a-t-il dit lors d'un dîner de famille tendu, environ 6 mois après le règlement, ou simplement chercher un autre emploi discrètement. Pourquoi en faire tout un plat? Parce que des gens étaient lésés, ai-je répondu, en essayant de contenir ma frustration. Les fonds des clients étaient mal gérés, les réglementations étaient violées. Quelqu'un devait dire quelque chose. Et ce quelqu'un, ça devait être toi. La question m'a piqué, car je me l'étais posée d'innombrables fois. Pourquoi cela devait-il être moi? Pourquoi quelqu'un d'autre n'avait-il pas remarqué les problèmes et ne les avait-il pas signalés? Pourquoi devais-je être celle qui sacrifiait sa carrière et sa tranquillité d'esprit? Mais je connaissais la réponse. Il fallait que ce soit quelqu'un. Et j'étais en mesure de voir ce qui se passait. J'avais l'expertise pour reconnaître les violations et la documentation pour les prouver. Partir aurait été plus facile, mais cela aurait signifié vivre en sachant que j'avais choisi le confort personnel plutôt que la responsabilité. Oui, ai-je finalement dit. Ça devait être moi. Mon père n'a pas répondu, mais ma mère a tendu la main et a serré la mienne. La thérapie est devenue une partie essentielle du traitement de tout ce qui s'est passé. J'y avais résisté au début, la considérant comme un aveu de faiblesse ou d'incapacité à faire face.
mais le traumatisme de l'expérience, à la fois le harcèlement au travail et le bouleversement qui a suivi, n'était pas quelque chose que je pouvais simplement surmonter ou ignorer. Ma thérapeute, une femme nommée Dr Martinez, spécialisée dans les traumatismes liés au travail, m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu était une forme de guerre psychologique. L'isolement systématique, les critiques arbitraires, la surveillance constante, tout cela avait été conçu pour me briser et me forcer à partir. Vous ne surréagissez pas, a déclaré le docteur Martinez lors d'une séance. Ce qu'ils vous ont fait était calculé et cruel. Le fait que vous ayez conservé votre éthique dans ces circonstances montre une force énorme, pas une faiblesse. Elle m'a également aidé à surmonter les sentiments compliqués envers les personnes qui avaient permis à Darren d'agir, la directrice des ressources humaines qui avait envoyé l'email humiliant, les cadres qui avaient rejeté mes préoccupations, les collègues qui m'avaient tourné le dos alors que prendre la parole aurait pu faire une différence. J'avais passé des mois en colère contre tous, et cette colère me rongeait. La colère est utile lorsqu'elle motive l'action, a expliqué le docteur Martinez. Mais une fois que vous avez pris les mesures que vous pouviez prendre, s'accrocher à cette colère ne fait que vous blesser. Cela ne les affecte pas du tout. Apprendre à lâcher cette colère a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Je voulais qu'ils souffrent comme j'avais souffert. Je voulais qu'ils comprennent les dommages qu'ils avaient causés et qu'ils ressentent un véritable remords, mais la plupart d'entre eux ne le feraient jamais. Le plaidoyer de culpabilité de Patricia Holloway n'incluait aucune excuse à mon égard. La déclaration du directeur financier lors de la détermination de la peine s'est concentrée sur sa propre chute et la souffrance de sa famille, sans aucune reconnaissance des personnes qui l'avaient lésé. Darren a maintenu son innocence même après sa condamnation, insistant sur le fait qu'il avait suivi les pratiques standards de l'industrie. Finalement, j'ai réalisé que le pardon ne consistait pas à les absoudre ou à prétendre que leurs actions étaient acceptables. Il s'agissait de libérer le poids émotionnel que je portais pour pouvoir avancer. Ils m'avaient déjà assez pris. Je n'allais pas les laisser prendre mon avenir aussi, en m'attardant dans l'amertume. Le chemin du retour à l'emploi est venu d'une connexion inattendue. Une femme nommée Claire, qui siégeait au conseil d'administration d'une des organisations de défense des lanceurs d'alerte pour lesquels je faisais du bénévolat, travaillait pour une société de conseil en réglementation. Elle m'avait entendu parler lors d'un événement sur l'importance de créer des mécanismes de signalement au sein des organisations. Après ma présentation, elle s'est approchée de moi avec une carte de visite. Nous recherchons quelqu'un avec votre expertise et votre perspective, a-t-elle dit. Seriez-vous intéressé à en savoir plus sur ce que nous faisons? La société de conseil était spécialisée dans l'aide aux entreprises pour développer des programmes de conformité et des cadres éthiques. Il travaillait avec des organisations qui tentaient de regagner la confiance après des scandales ou qui voulaient prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Le rôle qu'elle a décrit impliquait l'audit des systèmes de conformité existants, la formation des employés à la prise de décision éthique, et l'aide à la direction pour créer des cultures où les gens se sentaient en sécurité pour soulever des préoccupations. Essentiellement, a expliqué Claire lors de mon premier entretien, nous avons besoin de gens qui comprennent non seulement les réglementations techniques, mais aussi la dynamique humaine qui conduit aux violations. Vous avez vu de première main comment de bonnes personnes peuvent permettre de mauvais comportements par le silence et la peur. Cette perspicacité est inestimable. L'offre d'emploi est arrivée 2 semaines plus tard. Le salaire était comparable à ce que j'avais gagné chez Meridian, et le travail me semblait porteur de sens d'une manière que mon emploi précédent n'avait jamais eu. Au lieu de simplement identifier les problèmes, j'aiderais les organisations à les prévenir. Au lieu de travailler au sein d'un système défaillant, j'aiderais à résoudre des problèmes systémiques. Ma réputation professionnelle était techniquement blanchie, mais toute la situation m'avait laissé épuisé et méfiante envers les environnements d'entreprise. J'ai pris 6 mois de congé pour me rétablir et déterminer ce que je voulais faire ensuite. Pendant ce temps, j'ai été contacté par une organisation à but non lucratif qui travaillait avec les lanceurs d'alerte, les aidant à naviguer dans les défis juridiques et personnels qui accompagnent la dénonciation d'institutions puissantes. Ils m'ont demandé si je serais prête à partager mon histoire et potentiellement à encadrer d'autres personnes traversant des situations similaires. J'ai accepté, et c'est devenu un travail d'une importance inattendue. J'ai rencontré des gens de tous les secteurs qui avaient découvert des méfaits et subi des représailles pour avoir essayé de faire ce qu'il fallait. Certaines de leurs histoires faisaient paraître la mienne anodine en comparaison. D'autres étaient étrangement similaires, jusqu'aux raisons futiles utilisées pour justifier leur licenciement. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le nombre de personnes qui sont restées silencieuses malgré leur connaissance de problèmes graves. Elles étaient terrifiées de perdre leur emploi, leur réputation, leur sécurité financière.
Elles avaient vu ce qui arrivait aux lanceurs d'alerte et avaient décidé que le risque n'en valait pas la peine. Je comprenais cette peur intimement. Il y a eu des moments, surtout dans les jours les plus sombres après avoir été licencié, où je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Le stress a affecté mon sommeil, mes relations, mon estime de moi. J'ai passé des mois à remettre en question chaque décision, me demandant si j'aurais pu gérer les choses différemment. Mais je savais aussi ce qui se serait passé si j'étais restée silencieuse. Plus de clients auraient été floués. Plus de violations réglementaires auraient eu lieu. Darren et son équipe auraient continué à opérer en toute impunité, convaincus que leur autorité et leur tactique d'intimidation pouvaient supprimer toute opposition. Finalement, je suis retourné travailler dans le domaine de la conformité, mais pour un autre type d'organisation. J'ai rejoint une société de conseil en réglementation qui aidait les entreprises à mettre en place des cadres éthiques et des systèmes de signalement interne. Le travail était satisfaisant d'une manière que mon emploi précédent n'avait jamais été, car j'aidais à créer des environnements où les gens se sentaient en sécurité pour soulever des préoccupations avant qu'elles ne dégénèrent en crise. Mon téléphone a toujours cet email sauvegardé dans un dossier intitulé Preuve. Parfois, je le regarde et je me souviens de l'humiliation que j'ai ressentie à ce moment-là, en voyant mon visage associé à ces mots, viré pour être parti 3 minutes en avance. Ne pas réembaucher. Ce que ces dirigeants n'ont pas compris, c'est que l'humiliation publique ne fonctionne que si la personne humiliée a quelque chose à se reprocher. Ce n'était pas mon cas. J'étais parti 3 minutes en avance parce que je ne me sentais pas en sécurité. J'avais soulevé des préoccupations parce que j'avais découvert de véritables méfaits. J'avais déposé une plainte de lanceur d'alerte parce que c'était la chose à faire, légalement et éthiquement. Ils ont essayé de faire de moi un exemple de ce qui arrive quand on défie l'autorité. Au lieu de cela, ils sont devenus des exemples de ce qui arrive quand on privilégie le pouvoir à l'intégrité. L'agent fédéral qui est entré dans leur salle de réunion n'a pas eu besoin de dire grand-chose. Selon les personnes présentes, il s'est simplement identifié, a présenté le mandat, et a déclaré que l'entreprise faisait l'objet d'une enquête pour fraude sur les valeurs mobilières et représailles contre un lanceur d'alerte. Une seule phrase qui a tout changé. Le chaos qui a suivi n'était pas de mon fait. Je n'ai pas fabriqué de preuves ni exagéré les faits. J'ai simplement documenté ce qui se passait réellement et j'ai fait confiance au système judiciaire pour qu'il fonctionne comme il se doit. Le fait qu'il l'ait fait, même partiellement, me surprend encore. Des années plus tard, j'ai croisé quelqu'un qui travaillait au service financier de Meridian. Nous avons pris un café et elle m'a raconté le jour où les agents sont arrivés. Comment tout le bâtiment est devenu silencieux alors que les gens regardaient les cadres être escortés vers les salles de conférence. Comment la prise de conscience s'est lentement répandue que l'entreprise pour laquelle ils avaient travaillé était bâtie sur des mensonges. Comment de nombreux employés se sont sentis à la fois vengés et trahis lorsqu'ils ont appris l'étendue des violations. Cet email que tu as reçu, dit-elle doucement, a mis beaucoup d'entre nous en colère. Pas contre toi, contre eux. Plusieurs personnes ont failli démissionner ce jour-là tellement c'était injuste. Quand tout est sorti, nous avons compris pourquoi ils l'avaient fait. Ils essayaient d'intimider tout le monde pour les réduire au silence. Est-ce que ça a marché, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Le contraire. Ça a poussé les gens à commencer à poser des questions qu'ils avaient peur de poser auparavant. Une fois l'enquête commencée, les gens se sont manifestés avec des informations qu'ils gardaient depuis des années. Tu n'étais pas la seule à avoir remarqué des problèmes. Cette conversation a signifié plus pour moi que n'importe quel chèque de règlement ou victoire juridique. Savoir que mes actions avaient donné à d'autres le courage de parler, c'était la vraie récompense. Le titre de cet email était destiné à me détruire. Au lieu de cela, il est devenu une preuve dans une affaire fédérale qui a détruit les personnes qui l'ont envoyé. 3 minutes en avance est devenu les 3 minutes les plus chères de l'histoire de cette entreprise, et les 3 minutes les plus précieuses de ma vie. Parfois, la justice prend du temps. Parfois, elle exige des sacrifices et des risques. Mais parfois, quand on se bat pour ce qui est juste, même si cela vous coûte tout, l'univers a une façon de remettre les choses en ordre. J'ai appris qu'on peut prendre le travail de quelqu'un, sa réputation, même son sentiment de sécurité, mais on ne peut pas enlever la vérité. Et finalement, inévitablement, la vérité l'emporte.